Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on parle de la RSE. On en parle beaucoup sur ce plateau, la responsabilité sociale et économique des entreprises. On en parle avec Caroline Del Torchio, consultante en RH. Elle pointe du doigt l'oubli parfois du social, du sociétal. On l'oublie un peu trop dans ce sigle RSE. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, les nouveaux outils de demain. Philippe Mounier, auteur, consultant en création d'entreprises et de start-up, il offre un livre global. On fera le point avec lui dans le livre de Smart Job. Et puis le cercle RH avec les experts de Smart Job, beaucoup d'actualités aujourd'hui. L'emploi dans un sondage Harris, préoccupation centrale des Français. Les candidats en parlent trop peu, disent-ils. On parlera de l'apprentissage, ses atouts, ses limites, et on découvre que l'apprentissage est un atout important pour notre économie. Puis enfin, l'entrée en application de la loi santé-travail, c'était le 31 mars, c'était hier. Puis on reviendra sur l'inflation parce que coup de pouce du SMIC et puis des prix qui augmentent, ça inquiète évidemment les salariés. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, entreprise candidat, pitchez votre candidature donc en format vidéo. On en parlera avec le cofondateur de Bipitch, Cyril Ferret. Il va tout nous expliquer. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, la RSE. Alors, ne pas se tromper, la responsabilité sociale, parfois certains disent sociétale, des entreprises. On a presque envie de rajouter à la place d'entreprise environnementale, qui est un autre sujet qui va s'installer. Mais on en parle avec vous, Caroline Del Torchio, consultante en RH. Vous étiez venue nous parler de votre livre écrit à quatre mains avec quelqu'un qu'on connaît bien ici, Thibaut Brière, 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le sujet dont on va parler tout de suite. On affiche. Et c'est vrai que toutes les entreprises aujourd'hui parlent de RSE, affichent leur RSE, c'est leur démarche RSE, mais vous dites, et on va en parler, elles ont tendance parfois à oublier le S, notamment le mal-être au travail, toute la partie sociale de la RSE. Pourquoi ? Disons qu'il y a un décalage très fort qu'on peut constater entre la volonté affichée vraiment des entreprises de faire de la RSE, une volonté sincère, et les chiffres de la santé mentale. Vous en parlez beaucoup aussi sur le plateau de Smart Job. Sans smartphone. Sans smartphone, pardon. Lapsus. Effectivement, il y a de la sincérité, mais ils ne vont pas au bout de la démarche sur la question sociale. Oui, alors différents éléments. C'est-à-dire que le S, c'est le parent pauvre, et du coup, il y a moins d'énergie, moins de travail qui est fait sur cette dimension sociale. Il y a aussi moins de transparence, moins de communication que sur les dimensions environnementales, etc. Donc c'est vrai que tout ça limite les actions qui peuvent être mises en place. Après, quand on regarde les éléments qui sortent des rapports RSE, alors il n'y a pas rien sur le social. Il y a quand même des indicateurs, mais qui sont très macro. Oui, c'est très large. Oui, qui sont quand même très centrés autour de l'égalité sociale ou les initiatives sociétales qui sont mises en place, mais assez peu d'indicateurs, voire quasiment pas, sur tout ce qui est qualité de vie au travail. C'est vrai. Ça, c'est un élément qualité de vie au travail qui renvoie au burn-out, au stress au travail, aux mauvaises conditions psychologiques. C'est ça la qualité de vie au travail. Exactement. Et donc, ces KPI, comme ils sont très macro, ils ne permettent pas d'améliorer la situation sur le terrain, ils ne permettent pas de piloter, ils ne permettent pas aux opérationnels de disposer de moyens de pilotage. Et donc, c'est ce qui explique, en grande partie, le premier élément qui explique le décalage entre la réalité des chiffres, de la santé ou de l'absence de santé au travail, et puis cette volonté affichée de faire de la RSE. Après, deuxième élément, c'est que dans les entreprises, les plans d'action pour la santé au travail, ils sont portés par qui ? Ils sont portés par souvent les directions de la qualité de vie au travail, qui font très bien leur travail, mais qui ont des champs d'action plutôt collectifs, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des baromètres, mettre en place des chartes, égalité homme-femme, charte de la déconnexion. En lien avec la RSE ou pas là ? Alors, justement, c'était justement l'un des problèmes que je souligne, c'est le fait qu'il y ait une déconnexion complète aujourd'hui entre les équipes qui font de la qualité de vie au travail et les équipes qui portent les sujets de RSE, effectivement. Comment vous l'expliquez finalement que ce volet, le volet social que vous évoquez, qui est assez mal détaillé finalement, comment vous expliquez que ça soit le parent pauvre ? Le parent pauvre, déjà quand on regarde l'historique de la RSE, le point de départ de la RSE, c'est l'environnemental.
Après, la RSE, c'est trois volets. C'est l'économique, l'environnemental et puis le social. Le volet économique, le volet environnemental sont des sujets sur lesquels il y a un management via des KPI technico... c'est quantifiable. Technique, c'est quantifiable, absolument. Le volet social, on est sur de l'humain, et il y a cette croyance, sur le fait qu'il est plus difficile de mettre des chiffres sur cette thématique-là. Or, c'est une croyance fausse. Et justement, c'est probablement le grand mouvement que doivent faire les entreprises, c'est cette capacité à mettre en place du pilotage, du chiffre aussi sur cette C'est possible, techniquement, on peut piloter. Tout à fait. C'est quoi l'intérêt pour l'entreprise ou les entreprises qui délaissent un peu ce volet-là? C'est quoi leur intérêt concrètement? Alors, l'intérêt, il est énorme, l'enjeu est énorme. Déjà, il y a un enjeu d'attractivité très fort. Dans un contexte de guerre des talents qu'on connaît bien, adresser le volet social, sécuriser la santé des collaborateurs, la qualité de travail des collaborateurs, c'est développer son attractivité. On sait combien les nouvelles générations sont prêtes à réellement perdre des points de salaire pour rejoindre des entreprises qui adressent ces sujets-là. Donc l'attractivité, la rétention des talents. Parce que, évidemment, quand on a des bonnes conditions de travail, on reste plus longtemps dans les entreprises. Et puis, on sait aussi que ce qui est à gagner, c'est la performance. Parce qu'un collaborateur, c'est basique, un collaborateur qui est épanoui, c'est un collaborateur qui est plus performant. Bon, enfin, dernier élément. Pourquoi les entreprises devraient mettre en place, accentuer le volet social de la RSE, c'est qu'elles ont de l'argent à récupérer, et énormément d'argent à récupérer. Je vous donne juste un chiffre. 1 point d'absentéisme en moins, c'est 500 000 € de résultats en plus pour l'entreprise. Donc on voit qu'un pourcentage qui est finalement qui devrait être accessible par l'entreprise permet tout de suite d'avoir des chiffres assez importants. C'est des stats de 2021 grâce à Voix. Donc c'est un peu les chiffres tabous d'ailleurs, l'absentéisme dans une entreprise en général, les turnovers. Et l'absentéisme, c'est des questions un peu sensibles. Clairement. L'entreprise est souvent un peu embarrassée quand on lui demande mais quel est votre niveau d'absentéisme en général, ce qui d'ailleurs les renvoie au vide sur cette question-là que vous évoquez depuis le début de notre... C'est un sujet qui n'est pas récent. Vous nous parliez tout à l'heure, Caroline, de ce plan d'action QVT, qualité de vie au travail, alors qui n'était pas toujours en lien d'ailleurs avec la RSE. Comment justement aujourd'hui, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que cette QVT, qualité de vie au travail, s'articule avec la RSE, ou est-ce que pour l'instant c'est un peu deux univers qui se regardent pas? Alors globalement, évidemment, je ne vais pas généraliser, mais globalement, ce sont des univers qui ne se parlent pas au sein des entreprises, ce sont des personnes complètement différentes qui les pilotent. C'est bien dommage. Enfin, quand on regarde d'un peu plus près, la QVT, elle est centrée sur le collaborateur, sur l'interne, donc une culture RH. La RSE, elle regarde quoi? L'actionnaire, le client en priorité, donc une culture beaucoup plus business. Et donc là, c'est vrai qu'il y a et plus transversal, des décalages, et beaucoup plus transversal, absolument. Bon, moi, le message principal que je veux porter vraiment, c'est le besoin absolument que les entreprises vont avoir de faire parler ces deux dimensions, que sont la QVT et la RSE. Pourquoi? Pour avoir des plans d'action qui ont beaucoup plus d'impact sur la dimension santé au travail. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'apporte la RSE? La RSE, elle apporte évidemment une connexion beaucoup plus forte au business, à la stratégie de l'entreprise. La RSE, elle est hyper visible aux yeux des actionnaires, des dirigeants, des clients. Donc elle a plus de portée. Des investisseurs. Et des investisseurs, exactement. Et puis, la RSE, les démarches RSE ont une culture du chiffre, du KPI, de la planification, de l'anticipation que n'ont pas forcément les équipes QVT. Mais Caroline, juste d'un mot, parce que RSE, c'est ESG quand on est en finance, c'est la même chose. Il y a des investisseurs qui observent les entreprises, qui vont même les visiter. Est-ce que vous dites, à travers votre expertise, qu'il faudrait aussi rajouter, je dirais, en élément d'évaluation, des chiffres beaucoup plus précis sur absentéisme, maladie, dépression, burn-out, pour finalement challenger l'entreprise? Bien sûr. Tout à fait. Il y a vraiment un enjeu à ce que les entreprises s'emparent, notamment de leur data RH, de manière beaucoup plus fine, de telle sorte à pouvoir produire des indicateurs beaucoup plus fins qu'elles ne le font aujourd'hui sur cette dimension sociale de la RSE. On pourrait presque parler de leur empreinte humaine, de leur empreinte sociale,
au même titre que leur empreinte carbone, quoi, qu'elles mesurent très bien aujourd'hui, pour le coup. Exactement. Alors après, les entreprises, comme ça, un petit peu grincent des dents, parce qu'en disant, on passe nos journées, finalement, à empiler des datas et des documents pour que... Mais c'est un enjeu fondamental. Ce qui ne se mesure pas... Et n'existe pas. Ouais, ou ne peut pas être amélioré. Amélioré. Ouais. Qu'est-ce que ça permettrait, avant de nous quitter, Caroline, cette réconciliation, puisque vous nous dites c'est deux personnes différentes, presque deux sites différents dans l'entreprise. Ça permettrait quoi, cette réconciliation QVT RSE? Ça permettrait déjà de piloter le coût de la santé au travail et de faire prendre conscience à l'ensemble des parties prenantes de l'organisation du coût. Ça permettrait aussi aux dirigeants d'avoir beaucoup plus de visibilité sur là où se situent les situations difficiles, sensibles au sein de leur organisation. Aujourd'hui, les dirigeants, ils sont évidemment au courant quand il y a des situations de crise d'un point de vue humain, mais ils ne vont pas forcément avoir en tête que la direction marketing, la direction juridique est en difficulté au tel ou tel sujet. Et du coup, la discussion sur ces sujets-là ne se fait pas de manière fluide avec les managers concernés. Les parties prenantes dans ce changement au niveau de l'organisation, pour terminer, parce que c'est intéressant de savoir comment les parties prenantes vont s'organiser. J'évoquais tout à l'heure les investisseurs, ils en font partie. Alors les investisseurs, alors là je disais juste à l'instant, les dirigeants avec cette capacité à piloter des KPI, aller aux côtés de leurs managers, beaucoup plus challenger, les aider à progresser. Après c'est systémique, c'est aussi faire en sorte que les clients n'achètent finalement que des produits d'entreprises qui sont entre guillemets propres et responsables, vertueuses. Encore faut-il qu'elles le sachent. Encore faut-il qu'elle le sache. Encore faut-il que le consommateur soit informé. Et puis effectivement, des actionnaires qui n'investissent que dans des entreprises, ou plus que dans des entreprises qui soient responsables. Aujourd'hui, un tiers des investissements sont faits dans des entreprises à impact, qui sont responsables. C'est déjà énorme. Un minimum raison d'être et jusqu'à entreprise à mission. Absolument, oui. Donc ça veut dire que, pour boucler tout ce qu'on se raconte, il faut aussi que les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer pour faire avancer ces questions-là. Clairement. Ça ne se joue pas qu'à l'intérieur de l'entreprise. Merci Caroline Del Torchio de nous avoir éclairé. En tout cas, c'est un sujet important. Peut-être qu'on en fera d'ailleurs un débat sur cette place justement des maladies, des burn-out, peut-être assez mal traités ou trop peu traités finalement dans l'entreprise. Vous êtes consultante en RH. On va rester sur l'entreprise avec le livre de Smart Job, avec un livre assez systémique, rond, j'ai envie de dire, et on accueille notre invité tout de suite. Le livre de Smart Job, un livre et un auteur avec nous. Le livre, Les nouveaux outils de demain, édition AFNOR. On va en parler de ce livre parce que c'est un livre assez incroyable, un livre rond, global, qui essaie d'embrasser tous les sujets autour de l'humain, de la technologie et finalement du monde qui nous attend, le monde dans lequel d'ailleurs on est entré. Et on en parle avec son auteur Philippe Mounier. Vous êtes l'auteur de ce livre, on est heureux de vous accueillir. Consultant en création d'entreprise et start-up, lyonnais, puisque je le dis, ça a du sens parce que dès le début du livre, vous citez des phrases d'Einstein, de Rousseau, et puis vous racontez l'histoire de ce caillou. Alors on est un peu surpris de cette photo, dès le début de votre livre, un gros caillou. Vous racontez que les volcans l'ont amené des Alpes ici sur les contreforts de Lyon, et vous faites une petite flèche. Et on se dit, mais pourquoi il a mis une flèche sur cette photo? Et vous dites, en fait, c'est plus facile d'imaginer les choses que de vouloir transporter ce gros caillou avec de la technologie vers l'endroit où il est parti. Et ça, je trouvais que cette idée était assez incroyable, et c'est la phrase d'Einstein qui dit tout est ridicule, mais avec l'imagination on peut aller n'importe où. Juste un mot sur l'idée, je dirais presque philosophique de votre livre. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter dans ce livre? Alors tout d'abord, bonjour. Bah oui. Bonjour et ravi d'être là et d'avoir été invité. Donc en fait, ce que j'ai envie de raconter dans mon ouvrage, c'est qu'aujourd'hui le monde est en train de pivoter, mais ça tout le monde le sait. Donc ce pivotement nous amène à changer nos façons de travailler, façons de fabriquer, façons de vendre et de faire du marketing, mais également aussi les nouvelles façons d'entreprendre. Et au-delà de ça, ça amène aussi des nouvelles façons d'innover, les nouveaux codes, des nouvelles stratégies de par les nouvelles technologies en fait. Alors, vous les appelez les Nutex. Tout à fait. Ça, c'est parce que ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est qu'on reçoit chaque semaine des auteurs. Alors il y a des jargons, des terminologies qui sont reconnus dans les écoles. Vous créez aussi votre pot de vocabulaire, vous dites les Nutex, elles sont là, elles sont en train de gagner la partie, et vous dites au début de ce livre, mais attention, il ne faut pas oublier les humains, parce qu'elles sont en train de nous inonder. Le regard que vous portez à travers ces transformations, c'est de dire quoi finalement? C'est que les nouvelles technologies, vos Nutex, elles vont nous envahir au point qu'elles vont dévitaliser l'homme, ou on va trouver l'équilibre? Alors tout d'abord, j'ai voulu créer ce sigle
Alors pour moi, c'est un sigle, New Techs, donc ça signifie nouvelle technologie en fait. Ça fonctionne New très bien. Comme, voilà, et ça accroche. Alors j'ai voulu créer d'une manière assez ambitieuse ce nouveau sigle et cette nouvelle marque quelque part de New Techs pour mieux, comment on pourrait dire, pour mieux cerner les nouvelles technologies, pour leur donner un nom. C'est l'IA, c'est tout Voilà. ce qui nous Alors, envahit les là. nouvelles technologies, on pourrait imaginer que fait partie de toutes les briques technologiques. Donc, c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, le digital, le cloud, le blockchain. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais l'imprimante 3D, le système embarqué en temps réel. Donc là, je le fais de manière un peu exhaustive. Mais aujourd'hui, le grand défi d'aujourd'hui, c'est de pouvoir unir ensemble les nouvelles technologies et l'humain. C'est la thèse de votre Voilà, livre. tout à fait. C'est tout ça à que fait. vous portez en fait. Complètement. Parce que je pense que les nouvelles technologies ne doivent être qu'un outil, un instrument au service de l'humain, en sachant que l'humain doit avoir le premier rôle dans l'entreprise et dans les organisations. On l'a bien vu avec le Covid. Tout s'est arrêté d'un coup. Donc, les équipes, les organisations, les entreprises ont fait appel aux nouvelles technologies pour pouvoir faire du télétravail, pour pouvoir continuer leur activité. Par exemple, en termes de stratégie industrielle, cette Covid nous a imposé de pouvoir fabriquer, de changer de production à vite, tout moment bien et sûr, très vite. bien sûr. Voilà, donc ça, c'est les nouvelles technologies qui nous permettent, sur le plan industriel, par exemple, je suis fabricant de machines-outils pour des pneus, par exemple, eh ben, je transforme mes machines-outils pour fabriquer des masques ou des appareils respiratoires. Ce qui est Mais le cas de aussi beaucoup sur le d'entreprises. plan financier. Vous savez, il y a eu à un moment donné, vous savez, quand vous faites du stop and go, donc vous n'avez pas de cash qui rentre tout de suite dans votre entreprise, donc Bien pas sûr. de trésorerie. Mais toutes les factures et tout ce qu'on doit Il faut les payer. arrive. Donc voilà. Et donc j'ai imaginé, parce que l'imagination c'est important, c'est là où Vous on ne peut cessez de le puiser. dire. Ouais, tout à fait. Alors je reviens sur cette histoire de stratégie financière, c'est de pouvoir prévoir une deuxième trésorerie. C'est-à-dire que dans un cas dur où on n'a plus de cash qui rentre, soit on fait un PGE, que tout le monde a fait ou pas, ou on prévoit une deuxième trésorerie qui permet donc d'avoir un bon BFR et de pouvoir continuer à avoir une trésorerie et payer l'ensemble des fournisseurs. Mais Oui, au-delà dites-moi tout. du BFR et des aspects financiers qui sont centraux dans la à vie fait. d'une entreprise, c'est-à-dire sans trésorerie, l'entreprise s'assèche et elle disparaît. Il y a aussi un débat un peu philosophique qui nous habite. Je vous repose la question. Oui. La place de l'homme dans cette espèce de monde hyper technologique où on nous dit on digitalise la RH, on met de la robotique, on met de l'intelligence artificielle, on met des chatbots pour répondre aux clients. Et l'homme dans tout ça, est-ce que vous pensez qu'on va réussir, parce que vous avez une vue prospective dans ce livre, à trouver l'équilibre? Oui, moi je pense que plus il y aura de nouvelles technologies, plus il y aura de l'humain. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir mettre en relief et en couleur l'humain avant les technologies. Mais je reviens toujours sur cette idée centrale. Les nouvelles technologies ne sont qu'un outil de ce qu'on en fait. Mais au-delà de tout ça, je pense que... Comment dire alors, c'est vrai que comment dire, j'arrive sur un sujet qui est Allez-y. l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Je pense que c'est deux choses complémentaires, en sachant que l'intelligence artificielle provient de la somme de toutes les expertises humaines en réalité. Il y a des hommes derrière, hein, ça c'est Et il obligé. y a des hommes. Donc elle est alimentée au départ par, comment on peut dire, la somme des expertises humaines. Et c'est l'intelligence artificielle qui a absorbé donc la somme des intelligences, on va dire, humaines, et qui a appris à, comment dire, à apprendre et aller au-delà. Voilà. Mais pour revenir sur l'aspect humain, je pense qu'elle est centrale. Je pense qu'il faut placer l'humain au centre, mais réellement au centre. Et je pense que c'est les meilleures cartes qu'il faut placer au centre du jeu. Voilà. Et, oui. L'entreprise demain, c'est quoi pour vous? Parce que par ailleurs, je vous ai présenté très brièvement, mais aujourd'hui, votre activité, c'est d'accompagner des startups, c'est de donner des conseils aux entreprises, si j'ai bien compris. Oui. J'imagine que ça vous sert aussi de pensum lorsque vous l'avez dans votre sac et vous leur dites, mais attendez, j'ai développé quelques idées. Est-ce qu'elles sont réceptives aux arguments que vous développez, les entreprises? Alors oui, alors c'est vrai que l'ouvrage est sorti le 24 février, mais c'est vrai que les quelques retours que j'ai, c'est que en fait, si vous voulez, j'ai remarqué que c'est un livre qui fait écho au monde actuel en fait.
Et il fait écho au monde actuel parce que, par exemple, je passe en revue toutes les nouvelles économies qui existent aujourd'hui. Exactement. Et toutes ces nouvelles économies, en fait, ont été transformées par les, comment on pourrait dire, ont été intensifiées par les nouvelles technologies, donc les new tech. Mais si on reprend les choses dans l'ordre, on va dire que les nouvelles technologies sont en train de transformer les économies traditionnelles en nouvelles économies. Et donc, elles permettent d'intensifier les produits, les activités, les métiers, les secteurs d'activité et toutes des filières économiques qui restaient, donc, comme on pourrait dire, d'une manière traditionnelle. Alors, je prendrai un exemple. Donc là, on est en pleine mutation, selon vous. On est dans un processus de transformation accéléré depuis le Covid. Ah, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, les mots-clés, c'est transition et transformation. Par exemple, aujourd'hui, l'économie de l'automobile. Bon, c'est un exemple simple, mais qui est très parlant. Donc, on est en train de passer du moteur thermique à l'électrique. À l'électrique, mais aussi à l'hydrogène, ou peut-être même à d'autres futures innovations. Parce qu'il faut savoir que, comment dire, les innovations ne s'arrêtent plus aujourd'hui. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'une technologie en ajoute une autre, etc. Et tout ça, ça déclenche des mouvements en cascade qui vont que, comment dire, je veux dire, aujourd'hui, il est impossible d'échapper aux nouvelles technologies, quoi qu'il en soit. Que ça soit les consommateurs, que ça soit les citoyens, que ça soit les entreprises et les organisations. Juste avant de nous quitter, c'est compliqué pour un certain nombre de citoyens, puisque vous nous dites que c'est la marche de l'histoire, hein, c'est la 4e ou 5e révolution dans laquelle nous sommes entrés, mais une partie des citoyens sont sur le bord de la route. On voit des citoyens qui n'ont ni Internet, qui ne savent pas s'en servir. Enfin, il y a encore beaucoup aujourd'hui de personnes handicapées, j'allais dire, en mettant des guillemets, face à la technologie. C'est compliqué, cette mutation. Ah, complètement. Moi, j'aime bien cette question parce qu'elle ramène toujours à l'inclusion et l'exclusion. Bien sûr. Donc, en fait, est-ce que notre société va être capable de pouvoir inclure le plus possible de gens pour éviter qu'il y ait de l'exclusion, hein, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Mais ça, je pense que c'est un effort à faire en termes d'intégration et de formation. Voilà, donc c'est un mouvement, comment dire, important pour éviter de laisser... Alors, moi, je suis assez sensible. Je pense que il faut inclure le plus de monde possible. Voilà. La question est une question d'inclusion, au-delà même de l'utilisation qu'on en fait, qui est l'inclusion autour des personnes handicapées. Alors après, c'est une grosse problématique sociétale, quelque part. Merci Philippe Mounier de nous avoir rendu visite. Vous êtes auteur de ce livre, qui est vraiment un livre. Il faut le croquer par petits morceaux, parce que c'est un livre très dense, qui se projette évidemment sur l'ensemble des activités d'une entreprise, les nouveaux outils de l'entreprise de demain, nouvelles stratégies pour travailler vite et mieux. Vous avez déposé d'ailleurs le nom NewTech. Alors je ne l'ai pas déposé, mais NewTech, non, je ne l'ai pas déposé. Déposez-le, c'est un nom assez incroyable. Oui, merci du conseil. Merci de nous avoir rendu visite. Édition AFNOR, édition sortie le 24 février dernier, à découvrir. On fait une courte pause et on retrouve les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets, évidemment l'inflation, le coup de pouce du SMIC et puis un sondage sur les Français et l'emploi ou les candidats à la présidentielle. On parle peu de cette question d'emploi. On est à 10 jours du premier tour, donc il faut quand même accélérer le rythme. Et d'autres sujets, notamment les décrets et l'application de la loi santé et travail. Voilà le programme. On fait une courte pause et on retrouve mes invités juste après. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On va les évoquer avec mes invités. Il y a l'inflation, le petit coup de pouce du SMIC, alors entre 2,4 et 2,6. Et puis une inflation, évidemment, qui commence à vraiment préoccuper les Français. Et j'intègre le prix de l'énergie à plus 29% depuis le début de l'année. Et puis il y a ce sondage Harris où les Français considèrent que les candidats ne parlent pas suffisamment de l'élection présidentielle et de l'emploi dans l'élection présidentielle. Le mot emploi et les stratégies ne sont pas assez évoqués par les candidats. Et puis, il y a un autre sujet, alors on le traitera, c'est l'apprentissage, parce qu'il y avait un vrai débat avec la note de l'OFCE qui disait mais c'est un peu une éponge à chômage. Et puis, il y a une autre étude qui explique que c'est plutôt bénéfique pour notre économie. C'est-à-dire que malgré l'investissement et le coût de l'apprentissage, c'est bon pour notre économie et c'est un apport pour l'économie. Commençons, et je vous présente mes invités évidemment. Pascale Johannin, merci d'être là. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Stewart Shaw est à vos côtés, consultant en stratégie d'opinion
l'inflation chez Via Voice. On commentera un sondage, le sondage d'un concurrent. Et puis François Vigne est avec nous. Il marque son grand retour chez les experts, associé chez Sycomore Corporate, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, puis avec un nouveau président, qu'il faut préciser, Pierre Guillet, qui vient assez régulièrement sur notre plateau, qui a pris les rênes des EDC il y a quoi, 15 jours 15 jours. 15 jours, vous voyez, je suis précis. 10 jours exactement. 10 jours, vous voyez, vous êtes évidemment très aimable. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Commençons par l'inflation, parce que c'est vrai que c'est une poussée inflationniste. Alors la France n'est pas le pays le plus en difficulté, on en parlera avec Pascal, mais regardez alors c'est pas tranché, le SMIC va avoir un coup de pouce. Ça se situera entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle, entre 2,4 et 2,6. L'INSEE n'a pas tranché. Un petit mot, Pascal, parce que l'inflation, le SMIC, on le revalorise, c'est en dessous de l'inflation, du niveau de l'inflation française, mais l'inflation française étant elle-même plutôt bien située quand je les compare aux Espagnols ou aux Allemands, par exemple. Le taux officiel aujourd'hui, c'est 4,5%, quand en effet les Allemands sont à plus de 7 et certains pays, l'Espagne a quasiment 10. Donc en effet, on voit qu'on n'est pas les plus impactés par l'inflation. Tout simplement, il faut le dire, parce que dans cette inflation, le gros de l'augmentation vient quand même du prix de l'énergie. Plus 29. Et que nous avons fait, nous, le choix d'une énergie nucléaire il y a plus de 40 ans, et que donc cette énergie nucléaire nous rend moins dépendants vis-à-vis du pétrole et du gaz russe, voilà, et que donc c'est vrai, en effet, ce n'est pas le cas des Allemands. Qui n'est pas le cas des Allemands du tout. Votre réaction, petit coup de pouce. Coup de pouce, c'est pas un petit coup de pouce, c'est un coup de pouce du SMIC en dessous de notre niveau d'inflation. Alors bon, certains diront c'est pas suffisant parce que ça ne compensera pas. Pendant l'entre-deux tours, puisque l'INSEE tranchera, je crois, le 15, et donc ça sera entre le premier et le second tour de la présidentielle. C'est une bonne chose. De toute façon, c'est nécessaire, c'est automatique. De toute façon, c'est les règles d'ajustement du SMIC qui le prévoient. Par ailleurs, il faut avoir conscience que cette inflation a des conséquences redoutables pour beaucoup de Français qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Donc oui, c'est nécessaire. Après, il ne faut pas oublier, certes, ce n'est que 2,4 à 2,6%. Ça prend de près quand même 50 € pour les entreprises, par exemple, par salarié. Donc ce n'est pas un montant totalement négligeable. Ça vient s'ajouter aux autres coûts, au coût des matières premières qui augmentent. Et avec le rythme derrière l'inflation, c'est de la stagflation. Et donc à la fois d'une récession et de l'inflation. Et c'est ça que nous avons devant nous. Le vrai risque, c'est qu'on se retrouve dans une phase de crise avec de l'inflation. Et avec beaucoup de gens qui auront du mal à finir leur fin de mois, avec des entreprises qui risquent la faillite. Donc oui, il y a des difficultés économiques devant nous importantes. On verra le pont que je ferai tout à l'heure avec le sondage sur le rapport à l'emploi, mais il y a un lien direct. Il y a une inquiétude autour de l'emploi et de ces questions, et il y a une très forte inquiétude sur l'inflation. Stewart Chaud, les Français, c'est un sujet abrasif, cette question de l'inflation. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est en plus étonnant, c'est que ça arrive au mauvais moment. C'est-à-dire que nous, on a enregistré sur la fin de l'année 2021 un indice du moral économique des Français qui est plutôt à la hausse. Les Français qui se sont dit, voilà, la crise sanitaire est derrière nous, des indicateurs plutôt au vert. Ils regardaient leur propre expérience en se disant, finalement, on a vécu les 2 ans de crise pas trop mal. On s'en est sorti. On s'en est plutôt sorti. Et donc, on se projetait de manière assez positive pour l'avenir. Et crise ukrainienne. L'économie, c'est quand même aussi de la psychologie collective. Donc, d'une certaine manière, on était plutôt dans le haut du panier en termes d'indicateurs positifs. Et pour autant, voilà, crise en Ukraine, on a une élection présidentielle qui se passe exclusivement autour d'une seule et même thématique, c'est le pouvoir d'achat. C'est frappant dans les études. 57% des Français considèrent que c'est le déterminant du vote prioritaire, très loin devant les autres. Très très loin devant les autres. Alors on parlera évidemment de l'emploi, mais effectivement le pouvoir d'achat est en train de saturer l'espace politique et médiatique du moment. Juste un mot avant de parler d'emploi, on voit quand même des entreprises aujourd'hui qui quand même font pression. On a vu des dépôts de carburant bloqués par des artisans, des transporteurs. On voit des pêcheurs qui ne vont plus pêcher et qui disent si ça continue on licenciera nos marins pêcheurs, nos pêcheurs, parce qu'on ne peut plus assumer. On voit des transporteurs aujourd'hui. C'est des secteurs extrêmement impactés, les transporteurs, les pêcheurs, la construction. La construction, le bâtiment. Il y a des secteurs extrêmement impactés, il faut en avoir confiance. Il y a des chefs d'entreprise pour lesquels la situation est très difficile. Et juste pour revenir sur un point, l'inflation ou la crise actuelle n'est pas que la conséquence de la crise ukrainienne, c'est aussi la conséquence quand même des mesures, y compris du quoi qu'il en coûte, et de toute, finalement, globalement, les liquidités qu'on a mis dans l'économie et qui ont créé des mécanismes inflationnistes. Donc la crise ukrainienne, plutôt la guerre russe contre l'Ukraine, a renforcé et a accéléré ce mécanisme. Mais on avait mis les racines de ce mécanisme par les politiques qui ont été menées depuis 2 ans, par les confinements et le traitement économique qui a été pris pour le prendre. Un mot, Pascal, parce que Stewart voulait réagir, mais un mot, parce que c'est intéressant d'avoir la vision européenne. Les choses se vivent avec autant de douleur en Allemagne aujourd'hui. Est-ce que la population allemande est dans le même état d'esprit? Alors, les élections en Allemagne étaient l'année dernière. Et oui, donc, le contexte n'est pas le même. C'était au mois de septembre. Donc, ils ont un nouveau gouvernement. Ce gouvernement, d'ailleurs, donne une grande visibilité au président Macron, puisque l'ancienne chancelière n'étant plus là, il fait partie de Très silencieuse. Voilà.
qui fait partie de ceux qui ont la capacité d'avoir un lien avec son homologue russe, ce que n'ont pas les autres Européens. Les Britanniques sont sortis de l'Union, donc voilà, il y a donc une carte à jouer. Mais l'inflation, l'inflation en Allemagne, oui, parce qu'elle est d'abord quasiment le double de celle de la France, et puis que tout le modèle économique allemand est challengé par cette guerre en Ukraine. L'énergie, ils ont créé d'abord ils sont sortis du nucléaire après Fukushima, ils ont créé deux gazoducs directs, il y en a un qu'ils ont refermé. Donc ils sont fermés au début de la guerre. Voilà, ils sont très dépendants du gaz, etc. En matière de défense, ils ne dépensaient plus rien, ils étaient sous le parapluie américain. Ils réinvestissent. Là, ils viennent de décider, à la faveur de cette guerre en Ukraine, de changer complètement de pied, etc. Changement de doctrine, voilà, par ailleurs. Et sur la voiture, donc forcément, puisque les énergies fossiles, ça faisait partie d'une transition qui était déjà engagée, mais le modèle économique allemand de l'automobile à l'énergie fossile, ils ont en effet tout un changement à faire, et donc en effet, ça va être pour eux un changement complètement de dogme et de posture économique. Stewart, vous vouliez rajouter quelque chose, Stewart? Oui, sur l'inflation. Avant de parler d'emploi, c'est important. Ce que je trouvais intéressant dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'on a déjà, dès le début du mois de février, par exemple, demandé aux Français s'ils avaient pour tous déjà subi ce phénomène-là. Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes déjà dans votre vie? Oui, et il y a même une projection des comportements économiques à venir, c'est-à-dire avec une baisse de la consommation des ménages, etc. Je pense que dans une logique de projection, c'est aussi important d'avoir en tête que l'opinion publique est très à cheval sur ça et commence déjà à modifier ses comportements pour l'avenir. Un dernier mot, parce que c'est la stagflation qui est la conséquence de l'inflation. Le grand risque, la stagflation, c'est quoi? Expliquez-nous. C'est avoir de l'inflation et avoir par ailleurs une récession. Donc on a à la fois une récession, l'arrêt de la croissance et de l'inflation. Donc on a à la fois moins de croissance économique ou plus de croissance économique et en même temps les prix qui continuent à augmenter. Ce qui met évidemment aussi bien les entreprises que l'ensemble des ménages dans des situations difficiles. Juste pour revenir sur l'Allemagne, on a vu hier que les sages avaient révisé très significativement à la baisse les perspectives de croissance, 1,5% seulement. En revanche, l'Allemagne a un atout par rapport à nous, c'est qu'elle a une dette publique qui est près de 2 fois moindre que la nôtre. 65% du PIB contre 115 pour nous. Et c'est pas les mêmes marges de Et un excédent commercial. Et un excédent commercial. Il ne faut jamais quand même oublier ça. Alors que le déficit commercial chez nous est abyssal. 86 milliards. Mais ce qui est important aussi, au-delà du prix de l'énergie sur cette inflation, et vous avez raison de le dire, c'est que ça touche aussi les matières premières de l'alimentation. Et donc, en effet, ne moins rouler ou faire des économies d'énergie, moins dépenser, baisser son chauffage, ça semble possible pour certains. Je ne dis pas que c'est... Pas pour les gens dans les campagnes, parce que par contre, manger et mettre quelque chose dans l'assiette avec le pain, le prix du blé, etc., en effet, ça a un vrai impact sur le budget quotidien des Français. Transition sur l'emploi, ce sondage Harris sur le rapport des Français à l'emploi qui permet de savoir si depuis 2017, qui permet d'avoir une vue sur le quinquennat, les Français considèrent que dans cette campagne on en parle plus, vous allez voir non, 93% des Français qui sont inscrits sur les listes électorales indiquent qu'il s'agit d'une thématique qui jouera un rôle important dans leur vote dans les prochaines échéances. Ça c'est un élément important et dont 52% un rôle très important, c'est plus 6 points. Stewart Cho, vous qui observez ces sondages, on voit qu'il y a un lien. Parce que quand on dit inflation, il y a risque aussi que des entreprises se retrouvent en difficulté et que ça impacte l'emploi, parce qu'il y a un lien assez direct quand même. Alors c'est vrai que pour le coup, il y a un phénomène que l'on observe pendant cette campagne présidentielle qui est la déconnexion entre les enjeux que les Français identifient depuis très longtemps déjà. Il y a les 3 premiers enjeux et on les a depuis très longtemps. Et pour autant, ce qu'ils perçoivent du débat public et du débat politique. L'emploi en est un exemple, mais on a montré d'autres exemples dans d'autres études. La question de la santé, la question de l'éducation, par exemple, grande absent, la question de la grande précarité, de la lutte contre la pauvreté. Et l'emploi fait partie effectivement de ces sujets sous-représentés en regard de l'importance que ça a pour l'opinion publique. Pour autant, et je pense qu'il faut aussi nuancer les choses, les Français savent très bien quand on parle de pouvoir d'achat, on parle aussi derrière finalement d'emploi, d'économie, etc. Et donc, finalement, la matrice, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux sont liés. Évidemment, pouvoir d'achat est tellement puissante qu'aujourd'hui, on parle sans cesse effectivement de production de richesse, de revalorisation des salaires. Pourtant, la sémantique même du travail et de l'emploi est absolument absente de la campagne. Et je dirais même du discours porté aujourd'hui par les différents candidats. Oui, c'est quand on analyse les discours, qu'on écoute les émissions, et je pense que vous les écoutez comme moi, cette thématique n'est pas évoquée. On parle beaucoup de sécurité, beaucoup d'enjeux, d'insécurité, mais cette question fondamentale de dire est-ce qu'on peut garantir, offrir un emploi? Parce que qui dit inflation, ça veut dire que vous, chef d'entreprise, je m'autorise à vous interroger aussi comme chef d'entreprise, ça veut dire que vous avez des collaborateurs qui vous challengent et qui vous disent, moi j'ai eu 35% d'augmentation d'essence, j'ai l'augmentation de mon panier mensuel, mais moi mon salaire il n'augmente pas. Alors, ils nous challengent et puis nous aussi on réfléchit aussi à leur situation parce que oui, c'est une question. On est parfois challengé, mais également de temps en temps
temps, on anticipe, donc on pense également, et parfois on peut devancer certaines de leurs demandes. Et on est également très concerné par aujourd'hui, je dirais, le pouvoir d'achat et évidemment les modalités de vie de nos salariés. Je m'autorise qu'il Donc, faut que vous ayez de la oui, croissance quand même. Parce oui, que bah, un chef d'entreprise qui dit à ses salariés, j'anticipe, je vous mets plus voilà, 10. mais là encore, Bah oui, mais... c'est à nous, je dirais, d'anticiper la hausse des coûts. Et si on veut pouvoir gérer intelligemment la hausse des coûts, il faut une hausse des revenus. C'est tout évidemment le challenge du chef d'entreprise. Et dans ces périodes, ce sont des vrais challenges que nous avons au quotidien. Vous en pensez quoi, Pascal Joannin, de ce débat? Parce que, juste pour compléter, le chiffre est stable entre 2017 et 2022. Globalement, en 2017, on en parlait peu. Il ne faut pas non plus jeter la pierre à cette campagne. Et on n'en parle pas beaucoup Il n'y a pas plus. vraiment de campagne cette année. Ouais, et en plus, il n'y a pas vraiment de campagne. Il y a quand même une donnée Ça, qui c'est la est guerre par en rapport à Ukraine. 2017, et vous savez que l'ancien président en avait fait toute sa... Le sparadrap sur le doigt. toute une thématique, c'est qu'en effet, le chômage diminue. Et oui. aujourd'hui est tombé les dernières statistiques d'Eurostat sur l'emploi, enfin sur le chômage dans l'Union européenne. pourtant, il n'a jamais été aussi bas aujourd'hui que depuis 98, date à laquelle Eurostat fait ses effets. Et donc en effet, nous on est à 7% de chômage, à peu Plutôt près. 8, Non, 7,5. 7,5, ouais. 7,5. Oui, on est en Mais dessous voilà. de 8. Alors, il y a des Vous pays. n'êtes pas d'accord? Si, Voilà. Il y a des pays. Alors attendez, il y a des pays qui sont en dessous, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque. Puis il y a Les Pays-Bas, le Danemark. les pays du Sud, par contre, l'Italie, Espagne. l'Espagne et la Grèce sont au-dessus avec des chiffres Dont le chômage a deux reculé en chiffres. Espagne, Voilà, quand même. avec des chiffres à deux chiffres. Mais le chômage recule partout. Quand on regarde la tendance, il y a eu un pic, puis maintenant il Mais descend. vous dites, ça n'a Donc, pas en d'effet chez les électeurs. voilà. Hein. Donc, si vous voulez, c'est vrai que donc, de ce fait-là, si on est dans les staffs de campagne, etc., on se dit, le chômage diminue, donc c'est plus un sujet en soi. Ah, vous l'expliquez comme ça. Voilà, ouais. je pense que c'est intéressant. une des données, c'est-à-dire que comme le chômage recule Très intéressant. et qu'il n'y a pas en effet de possibilité. C'est une victoire, c'est un acquis, donc. Donc pourquoi Mais il y a une formation de longue durée et il y a Mais par encore contre, il faut beaucoup de regarder gens qui ça n'ont pas d'accès à l'emploi. maintenant sur le long terme, parce qu'en effet, avec cette nouvelle situation de inflation, récession, pas pour l'instant, mais enfin bon, etc., et inflation durable, pas seulement. Là, on voit bien que Vous avez annoncé qu'en mars, ça s'arrêtait plus l'inflation. remontée des taux qui va s'accompagner dans les banques centrales. Donc en effet, tout ça va avoir des impacts. Et donc là, peut-être, il y aura en effet des choses sur l'emploi aussi. Si en effet des entreprises ont des difficultés, mettent au chômage partiel, ce qu'ils ne peuvent plus faire dans la construction ou dans d'autres. Sans contrer la crise Covid, vous l'aurez compris, on l'a vu là, à travers l'Association nationale des DRH, qui disent qu'on est à entre 10 et 15% d'augmentation d'absentéisme de collaborateurs qui sont atteints du Covid et qui s'arrêtent ou qui vont aider quelqu'un. Donc on est reparti aussi en parallèle dans une nouvelle vague Covid, ce qui n'est pas anodin. Le seul avantage, c'est que maintenant, on sait à peu près les gérer. Donc on a beaucoup plus d'agilité dans la gestion de ces Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument? On n'en parle pas parce qu'on pense que c'est un acquis, qu'on a gagné. Oui, je pense que c'est assez juste parce qu'effectivement, le déplacement du discours est intéressant. C'est-à-dire qu'on est passé de comment on fait accéder à chacun à un emploi, alors évidemment, le taux de chômage est beaucoup trop important et il faut que ça reste une cause nationale, à comment on vit mieux de notre travail. Et c'est-à-dire que le discours aujourd'hui politique, qui est basé vraiment sur cette revalorisation du travail, comment on vit mieux, comment on vit dignement de son travail. C'est plus le travail, c'est la façon dont je l'exerce. Exactement, comment on le reconnaît mieux et plus de la part des entreprises ou autres, qui impulse énormément dans le discours politique. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le mot ou la thématique emploi apparaît peut-être un peu moins. C'est d'ailleurs sûrement aussi parce que c'est des sujets un peu complexes. Quand on commence à descendre un tout petit peu dans l'analyse, c'est le sens, c'est l'envie de repenser son travail dans l'indépendance. C'est vrai que c'est pas des thèmes, j'allais dire, sexy de campagne présidentielle. Et puis Arnaud, là pour le coup, c'est pas simple. Arnaud, pour le coup, dans une campagne électorale, c'est pas les dirigeants, ou les candidats qui vont changer l'emploi, parce que c'est quand même quelque chose qui est lié dans les entreprises. Oui, c'est vrai. C'est là que ça se passe. Donc, l'État peut quand même créer des conditions favorables. Et également le coût du travail qui reste aussi une façon. Il y a eu quelques lois de travail, je vous rappelle. Là, pour le coup, que ce soit pour pallier la baisse du pouvoir d'achat, etc., il y a beaucoup de mesures qui doivent jouer pour que les entreprises aient moins de charges ou des impôts de production pour pouvoir en effet se donner des marges de manœuvre pour peut-être augmenter les salaires, parce que c'est vrai que sinon ça va être difficile de pouvoir en effet gérer ce sentiment, cette perception qu'ont les Français d'une baisse drastique de leur pouvoir d'achat. Et donc si on n'est pas en mesure de répondre favorablement, mais ça en effet c'est l'État qui peut donner des leviers. Donc les lois travail, Pascal, il y a eu des lois travail, ça a été des manifestations très dures, donc l'État a souvent pris quand même des mesures pour encadrer ou améliorer, fluidifier le travail. On termine avec l'apprentissage, parce que ça c'est un sujet qui avait démarré aussi, alors l'apprentissage pareil,
travail. Le gouvernement a considéré, les résultats sont bons d'ailleurs, qu'on n'a jamais autant de signés de contrats d'apprentissage. On ne sait pas exactement combien on en a entre ce qui sort et ce qui rentre. On nous a parlé de 730 000. 900 000 plutôt actuellement, 900 000, d'après les dernières études. mais ça c'est le stock. Il y a aussi ceux qui sortent, donc c'est pas tout à fait 900 000, mais certains ont dit, l'OFCE, mais est-ce qu'il faut les compter comme demandeurs d'emploi, puisqu'ils n'ont pas encore vraiment un emploi? Et bien là, il y a une étude très intéressante qui est sortie et qui indique justement eh bien que c'est bon pour notre économie, c'est un bénéfice d'1,8 point pour notre économie. Stewart Chaud, cet apprentissage, encore une fois, là aussi, c'est pas mis en avant dans la campagne, mais c'est un élément pilier de la réussite là, du gouvernement quand même. Alors, d'un point de vue de l'opinion, parce que moi je ne suis pas un expert évidemment de technique de tout cela, d'un point de vue de l'opinion, ce que je trouve intéressant sur l'apprentissage, c'est qu'il y a une mutation de l'image que l'on en a déjà. C'est-à-dire que l'apprentissage a une meilleure image qu'il y a 5 voire une dizaine d'années. Ça, c'est une première chose. Auprès des Français, globalement, on est à peu près à plus de 8 Français sur 10 qui ont plutôt une bonne image de cette façon finalement de former nos jeunes. Deuxième élément, auprès des plus jeunes, cette image-là, elle est un peu écordée. Donc ça veut dire aussi que dans notre parcours de formation, dans le cursus de formation, on n'est pas non plus dans une logique comment dire, où on va favoriser forcément ce genre de Donc pas suffisamment, formation. on a encore un peu de route. Et je pense que ça, c'est un élément et une marge de manœuvre assez intéressante. Le troisième élément, à mon sens, c'est qu'il y a quand même des choses qui font défaut. D'abord, le revenu de l'apprentissage, où certains considèrent que c'est pas suffisant. Et après, la logique aussi d'information, c'est-à-dire que l'apprentissage, il faut savoir comment y accéder, il faut avoir accès aussi à des entreprises. Donc finalement, ça peut aussi créer des inégalités entre les différents profils. Et enfin, un troisième élément qui me semble fondamental, c'est finalement l'apprentissage, ce n'est pas que pour les travaux manuels, pas que pour les jobs. Le tertiaire, exactement. les banques, les assurances. Absolument. Il y a, évidemment, dans tous les secteurs, il est possible de faire de l'apprentissage. Donc tout ça concorde pour effectivement amplifier un message beaucoup plus positif sur ce programme de formation. L'association WALT indique qu'il y a un gain, un bénéfice entre ce qu'on a investi. Rappelons que c'est un emploi aidé, 5 000 euros pour les moins de 18 5 à 8 000. Et 8 000 pour les plus de 18 ans. Donc on accompagne le chef d'entreprise. Il y a au total à peu près de 5 milliards par an. Voilà. Et on est sur un gain positif de 1,8 milliard pour notre économie. Et qu'est-ce que vous en pensez de l'apprentissage? Vous dites, vous êtes parfois critique, mais sur l'apprentissage, vous dites, on a quand même pris la bonne route. Et puis, en particulier, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes tous très favorables à tout ce qui permet aux jeunes d'accéder à l'emploi. Donc nous sommes très favorables à l'apprentissage. Il faut toujours, là encore, éviter les effets d'aubaine, mesurer l'efficacité. Mais on est très favorables. En revanche, on pense que c'est pas suffisant, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne rentrent pas non plus dans les dispositifs, je dirais, notamment d'apprentissage, notamment les plus éloignés de l'emploi. C'est pour ça qu'on pousse beaucoup aussi des écoles de production pour former des jeunes qui sont, eux, totalement en dehors du système, pour leur permettre de rentrer dans le système. Les NEET. Et on pense véritablement que la priorité qu'il faut, et pour les 5 prochaines années et les suivantes, c'est vraiment de permettre à tous les gens les plus éloignés de l'emploi d'y rentrer. Il faut aider les autres aussi, mais ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, faisons-en vraiment notre priorité collective pour leur permettre d'avoir un travail qui leur permette de se réaliser. Enfin, je note ce paradoxe, on n'a jamais autant signé de contrats. Là, il y a clairement de l'alternance. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis des années. Et paradoxalement, il y a une sorte d'angoisse, il y a une inquiétude presque existentielle autour de cette question. Enfin, je veux dire, ce sujet ne sera pas réglé ce soir, mais dans l'émission en tout cas, mais en tout cas, c'est un sujet. Mais c'est un sujet, mais là, quand on l'ouvre au niveau européen, alors là, on se dit qu'on est plutôt sur la bonne voie. Parce que quand on voit les pays, alors par exemple l'Allemagne ou l'Autriche ou d'autres pays européens, qui ont favorisé l'apprentissage depuis très longtemps et qui on voit leurs résultats économiques et leurs taux de chômage qui sont bien moindres. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc on se dit, mais que n'avons-nous pas fait ça plus tôt? Alors je suis d'accord, il faut revaloriser l'apprentissage, il faut faire de l'information. On a en Europe... On est sur la bonne route en France. On est sur la bonne route. Comparé avec les Allemands. On est sur la bonne route. On est en train de rattraper un peu le retard que nous avions. Et donc si sur le long terme, pareil, il faut pas, le court terme est encore un peu court. Mais quand on regarde ce qu'on fait des pays qui ont favorisé l'apprentissage et les résultats économiques qui sont les leurs, tant en matière d'emploi ou de trucs, on se dit que normalement c'est la bonne voie. Et au niveau européen maintenant, il y a aussi le fameux programme Erasmus. Ça n'est pas que pour les étudiants qui font des études supérieures. Mais technique aussi. Il y a maintenant un Erasmus des apprentis qui permet surtout, alors là pour le coup, à des jeunes, puisque Erasmus ça veut dire l'apprentissage pour aller dans d'autres pays, à d'autres cultures, dans des entreprises qui ont peut-être en effet des implantations, parler une autre langue, améliorer un peu... Oui, c'est pas tant de faire une formation, donc, si j'ai bien compris. Mais c'est ouvert, donc ça veut dire qu'on est sorti un petit peu de l'élitisme et on revient à un programme qui est très bien coté, très bien perçu par les Français et par les Européens au niveau des apprentis. Donc ça devrait aussi favoriser cette mobilité pour essayer de faire en sorte que les jeunes soient plus flexibles, Ce qui sera très important, c'est que nous avons aussi demain des apprentis ministres, enfin des apprentis qui sont devenus ministres ou des apprentis à tête des entreprises publiques en particulier. Exactement. Ça sera des vrais signaux que nous devons donner aux apprentis. Il y a des exemples dans d'autres pays. Ça dépend comment vous le dites. Tout est possible. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est pas
L'apprentissage, c'est pas une voie de garage, c'est pas une voie B. Ça peut être en effet un tremplin qui permet après de faire d'autres choses et d'aboutir peut-être à la tête d'une entreprise. Voilà. J'ai envie de dire que dans 1 ou 2 mois, on aura peut-être des ministres en apprentissage. Ça peut arriver. Mais je ne sais pas s'ils signeront le contrat d'apprentissage dans leur cas. Pas sûr. Juste vous indiquer que la loi travail avait été mise en application le 31. Donc j'imagine que vos juristes sont déjà en train de se pencher. On n'aura pas le temps d'en Même débattre. avant, parce qu'en fait, il faut souvent anticiper l'application. Mais vous anticipez beaucoup chez EDC. Visite médicale de mi-carrière, la prévention des risques, on en parlera peut-être à l'occasion d'un débat. Et puis surtout, une redéfinition du harcèlement sexuel. Ça, c'est très intéressant parce qu'il est indiqué que même les propos et comportements à connotation sexuelle répétés sont intégrés dans le Code du travail comme considérés, donc ces propos, comme du harcèlement sexuel. Et ça, là, il y a très aussi intéressant. une comparaison européenne qui est valable parce que ce problème se retrouve un peu partout avec des pays qui ont fait aussi des mesures assez importantes dont on pourrait s'inspirer. Et on en parlera la semaine prochaine en débat justement de cette question du harcèlement sexuel. On le redéfinit dans le cadre de cette loi santé-travail. Merci pour ce débat passionnant. On n'a pas tout réglé évidemment, mais on a ouvert évidemment des réflexions. Merci à Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci à Stewart Shaw. Vous êtes en charge d'une multitude de choses, notamment de la stratégie et de l'opinion chez Via Voice. Et merci à François Vigne. Vous êtes à la tête de Sycomore Corporate Finance, membre des EDC, avec un nouveau président. Ça va plus rigoler maintenant. Au contraire, on va continuer à Vous allez continuer à aller de l'avant. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au recrutement. C'est l'objet de cette rubrique. Le recrutement en vidéo, ça existe? Oui, on vous en parle. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, la rencontre d'un entrepreneur, un serial ou un serial entrepreneur. Il est à la tête de BePitch et il s'appelle Cyril Ferré. Bonjour Cyril. Enchanté. On est ravis de vous accueillir. C'est quoi un serial ou serial entrepreneur? Alors c'est un entrepreneur qui a déjà cofondé plusieurs sociétés et c'est mon cas puisque j'ai déjà cofondé Attractive World, donc du dating, Shaper qui était la rencontre sérendipitaire professionnelle aux US et en France et maintenant BePitch. BePitch, alors ça c'est très intéressant. Alors vous l'avez démarré dans un contexte ça aussi assez incroyable, janvier 2021, au moment où les entreprises avaient fermé le rideau, vous lancez votre entreprise et vous y allez. Comment vous naît l'idée? L'idée, pour la pitcher très simplement, et vous allez le développer, c'est de permettre à des candidats de pouvoir en moins de 3 minutes de faire une vidéo libre, si j'ai bien compris, et de pouvoir ensuite le poster. Alors, c'est pas totalement une vidéo libre et le but, c'est d'avoir un équilibre entre... D'accord, donc je dis n'importe quoi, c'est ça que vous me dites. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Allez-y. On essaye un peu de changer le jeu et on essaye de rétablir un petit peu l'équilibre à l'intérieur du marché du recrutement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les annonces qui sont des annonces texte ne sont pas vraiment engageantes. Donc, ce que l'on veut faire, c'est que les entreprises puissent pitcher. Donc, pitcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà présenter leur entreprise, les challenges et leurs besoins. Donc dans cet ordre. c'est des deux côtés, c'est à la fois côté candidat mais côté entreprise. Exactement. Donc votre gros travail aujourd'hui, c'est d'aller voir des entreprises et de leur dire, écoutez, transformez votre modèle d'annonce, pas vendeuse, pas accrocheuse, mal définie, et réinventer le modèle en fait. Ce que l'on veut, c'est que les entreprises puissent recruter plus efficacement et plus rapidement sur un marché qui aujourd'hui est tendu. Alors très concrètement, vous montez un petit pied d'iPhone, vous les enregistrez. Comment elles font les entreprises là, si elles suivent et qu'elles signent avec BePitch, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors notre première brique, c'est une application qui va leur permettre de choisir dans une bibliothèque des interviews qui correspondent à leur secteur. Et c'est une application no-brainer. On ne réfléchit pas, on fait go pour l'interview, on se filme, on répond aux questions, on les recommence si besoin. Et en 3-4 minutes, on a une vidéo. On est interrogé par une interview déjà clé en main. Exactement. Et en fonction du secteur, évidemment, on y répond, on la valide parce qu'on est content de ce qu'on a fait. Et hop, ça part. Ça, c'est notre première brique et on peut la diffuser. Et elle est diffusable immédiatement sur l'ensemble des job boards et des réseaux sociaux. Job boards, réseaux sociaux, sites d'entreprise aussi. C'est important de communiquer sur sa marque. Bien sûr. Et j'imagine, de fait, que vous offrez aussi la possibilité aux candidats de pouvoir se mettre en avant. Parce que la vidéo chez les candidats, ça se fait aujourd'hui de plus en plus. Les candidats se filment, se racontent. Comment vous faites là, de ce côté-là? Alors, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que l'entreprise où on va piocher dans nos bibliothèques, on va avoir des interviews au niveau du candidat. Et on va les préqualifier. Donc l'avantage, c'est qu'on va sélectionner des candidats qui sont plus engagés. On va tout de suite voir un candidat qui répond bien aux questions. Vous pouvez aussi poser des questions, entre guillemets, sur le métier. Et vous allez voir tout de suite quels sont les candidats et les sélectionner. Votre enjeu aujourd'hui, parce que tout ça est très neuf, c'est un jeune bébé qui a un peu plus d'1 an maintenant.
vos prospects, vos objectifs de l'année 2022, c'est d'abord les entreprises ou c'est les deux en même temps? Comment on fait là quand on démarre une entreprise et qu'elle est toute jeune? Il faut fixer des objectifs. Alors, le premier objectif, c'est déjà de trouver des partenaires qui sont déjà intégrés avec les entreprises. Donc, on va se lier avec des ATS, et c'est ce que l'on commence à faire. Donc, les ATS, ce sont en fait des logiciels qui permettent de recruter et de gérer le recrutement. Et ce qu'on va apporter, c'est la vidéo aussi bien pour les entreprises que pour les candidats, sous la forme tout simplement d'un smartphone. Et on a aussi des points physiques que l'on crée dans chaque ville pour enlever les dernières frictions à la vidéo. Donc c'est les points physiques, c'est-à-dire que vous avez un petit espace dédié où le recruteur, là en l'occurrence, va venir s'enregistrer? Alors le recruteur, le manager, si vous avez un service technique ou un service marketing... Pour expliquer concrètement, c'est quoi le format de vos vidéos? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, parce que j'imagine que vous cherchez aussi un public de jeunes, peut-être de moins jeunes, mais ils cherchent des vidéos rapides, toniques, fun un peu? Alors, fun, pas obligatoirement. On est encore un petit peu loin du côté fun. On va garder le côté un peu différent. Oui, c'est ça. Ouais. Combien de temps? C'est quoi le format? Moins de 3 minutes, 2 minutes 30 en général. Et on coach les personnes pendant 15 minutes auparavant. Donc, il y a une petite prépa quand même pour le manager ou le technicien qui vient se mettre... Parce qu'en fait, ils ont un peu peur. Ils sont un peu anxieux, j'imagine. Oui, justement. Et c'est pour ça qu'on procède de la même façon. On pose des questions, ils répondent. Et c'est magique, en fait. C'est dès qu'on pose des questions, les gens oublient la caméra et on peut répondre facilement. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un des questionnaires que l'on pose au RH ou au technicien où il pourra s'enregistrer lui-même? Exactement. En fait, on a une partie où on va lire la question, on se prépare un petit peu dans sa tête et après, on va répondre. Alors, répondre une fois, si on n'est pas content, on peut recommencer. C'est comme le photomaton, quoi. On peut refaire le nombre de fois où on est bon. Et puis ensuite, il faut accepter quand même que le RH, le technicien, donc tout le monde valide le fait qu'il soit quand même visible, qu'on voit son visage sur les réseaux sociaux. Il faut l'assumer, ça, quand même. Hein. Exactement. C'est un sujet, ça. Alors, en fait, vous signez une décharge de droit à l'image, comment on fait là? Oui, bien sûr. Quand on utilise l'application et quand on s'inscrit dessus, on a une décharge et on a un droit à l'image et un droit à la diffusion qui est fait en respect des législations. Combien d'entreprises là aujourd'hui sont avec vous, vous accompagnent, Cyril? Alors, on a 380 aujourd'hui inscrits. Ce qui représente un nombre assez sympathique pour l'instant. Mais on a des objectifs d'aller grossir bien plus jusqu'à la fin de l'année. On a l'objectif d'aller attaquer de plus grands groupes encore. Et on a déjà des KPI et des réussites sur les recrutements. Combien là? Vous avez des chiffres déjà là sur une première année presque? Alors, j'ai pas fait la totalité puisque certains ne les communiquent pas en interne, mais on a accompagné pour tester notre produit des sociétés. On a par exemple recruté sur l'immobilier en 4 mois plus de 45 personnes. De façon très courte, en les onboardant dans la société. Et on a aussi fait des vidéos, par exemple, avec les avis des employés. Et ça, c'est un énorme levier de communication, surtout si les sociétés ne communiquent pas sur la marque employeur. Avant de nous quitter, Cyril, je suis sûr que vous avez eu l'idée, parce que je ne pense pas l'avoir eu avant vous, mais j'imagine qu'en plus, pour l'onboarding, vous pouvez aussi filmer. On a tellement marre de ces petites vignettes où on a la photo avec le CV de la personne. Ce serait plus marrant que quand un nouveau collaborateur arrive, il puisse se raconter lui-même devant la caméra. Exactement, c'est le deuxième use case. Ah, vous y avez pensé? Oui. Bien sûr. Et donc ça vous l'avez développé? C'est intégré, on a quelques interviews là-dessus. Vous êtes très fort, Cyril Ferré, cofondateur de B-Pitch, 5 collaborateurs pour l'instant, et vous allez d'ailleurs transformer, relocaliser l'entreprise en dehors de la Seine-et-Marne. Vous revenez à Paris, monsieur. Voilà, tout à fait. C'était juste pour le confinement. C'était le confinement. Vous l'avez démarré pendant le confinement. Merci, l'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Cyril Ferré. Merci à toute l'équipe, merci à Kylian. Restez avec moi une seconde encore, ne partez pas. Restez avec nous. Merci à Kylian pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment. Et merci à Carla pour l'accueil invité et son sourire. Merci à vous. Et puis on se retrouve, bien évidemment, très 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 bientôt. Bye bye.